Bonjour à tous et merci de m'associer à cette action coordonnée sur les IST. Je vais un peu vous relater l'histoire de Mpox au sud, plus particulièrement en RDC. Alors, donc, au mois de mai 2022, comme vous vous souvenez, le monde occidental était inquiète sur une nouvelle maladie qu'on appelle la variole du singe, dont les premières alertes sont faites en Europe. Et puis voilà, la maladie se répand et son mode de transmission. Moi, j'ai un retour ici. Allô? On vous entend très bien. Alors, son mode de transmission inquiète le monde scientifique et toutes les santé publiques. Alors, il s'agit de la variole de singe. Mais pourtant, cette maladie est ancienne chez nous en Afrique et particulièrement en RDC. Si le virus a été découvert vers les années fin 50, la maladie a été décrite pour la première fois en RDC. Il y a cette image qui montre les premières photos et la première description en 1970 à l'ouest de la RDC. Et cette maladie qui pose dès ses premières descriptions le problème parce qu'il se retrouve être causé par un virus, comme vous voyez sur ces schémas, le virus de Mpox, initialement monkeypox, qui est très proche de la famille de la variole. Et la variole qui, en ce moment-là, fait partie d'un programme d'éradication mené par l'OMS, le partenaire, pour pouvoir l'éradicate de la surface de la Terre. Donc, ce contexte mondial fait craindre, avec la découverte de ce nouveau virus, cette nouvelle maladie, fait craindre voilà, les risques que cette maladie, ce virus qui est similaire à la variole, puisse également être à la base des grosses épidémies à transmission interhumaine. Donc, plusieurs questions se sont posées sur est-ce que c'est un problème de santé publique? Est-ce que voilà, le monde, en résumé, devait s'inquiéter? Alors, ces interrogations ont nécessité une analyse approfondie afin de comprendre la nature et l'ampleur des défis posés par la nouvelle maladie. Nous sommes vers les années 70 et un programme de surveillance des maladies a été mis en place en Afrique. A été mis en place en Afrique, particulièrement en RDC, et ces documents que j'ai retrouvés dans les archives montrent un peu les notifications des cas dans les différents pays africains. Donc, et vous voyez ici, il y a la RDC, déjà à l'époque, s'est retrouvé être le pays qui était le plus affecté par cette maladie. Donc, en effet, sur les 404 cas, à peu près plus de 390 cas venaient de la RDC. Alors, cette photo montre également voilà, la surveillance qui parfois se faisait monnaie par des compensations pour des personnes qui rapportaient les cas de Mpox. Alors, ces groupes de travail qui ont travaillé de 1981 en 1986, principalement en RDC, d'où venait la majorité des cas, ont conclu, comme vous voyez, que le Mpox ne constituait pas un problème de santé publique. Ils évoquaient, entre autres, l'inefficacité de la propagation des personnes à personne, c'est-à-dire que le R0 faible, et confirmer l'hypothèse selon laquelle les virus étaient mal adaptés à une transmission interhumaine
et de ce fait n'était pas un problème de santé publique. Donc, cette conséquence a été, voilà, conclusion a été très voilà, importante, mais aussi a eu des conséquences. Et la première conséquence, c'est que les Mpox est devenue une endémie négligée. Et je vais essayer de décrire, qui se limite en Afrique, en zone tropicale, comme vous voyez, l'Afrique centrale essentiellement, l'RDC en tête, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, et l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria, le Bénin et le Ghana, et le Cameroun un peu entre les deux, ce qui d'ailleurs va justifier la répartition des clades de cette maladie. Et les clades, comme je le montre, nous avons le clade 1, puisqu'il y en a deux, du moins le 1 qui est en Afrique centrale, dont on décrit une transmission, voilà, une mortalité de 2, 3 à 10. Elle est étiquetée plus virulent, alors qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons le clade 2, et le Cameroun qui est au milieu, évidemment, se retrouve à avoir le 2, et on pense que de part et d'autre de la rivière Sanaga, ça constituerait une voilà, distribution géographique des souches. Cette endémie négligée, on lui suspecte quelques réservoirs, essentiellement les rongeurs, mais aussi certains singes. Et le mode de contact direct par les sangs, les fluides corporels, par contact avec des lésions de la peau, les muqueuses, ainsi de suite. Évidemment, la recherche du réservoir n'a pas été aussi continuelle comme on voudrait, étant donné la négligence de la maladie. Très peu d'études se sont réalisées pour rechercher le réservoir. La transmission interhumaine était exceptionnelle. Dans notre histoire, nous décrivions entre 2 tiers lors d'une épidémie de Mpox dans une communauté donnée, 2 tiers de transmission interespèces et seulement 1 tiers de transmission interhumaine. C'est un peu la conclusion à laquelle tout est arrivé. Alors, les symptômes sont au départ non spécifiques. On décrit des symptômes oreilles, essentiellement de dysphagie, l'irritation de la gorge, des malaises. Mais très rapidement, ce qui caractérise la maladie, et d'ailleurs en fait même une définition de cas dans notre contexte, c'est la présence de l'adénopathie cervicale et surtout les éruptions cutanées varioliformes. Et c'est ces 2 symptômes associés à la fièvre qui sont utilisés dans beaucoup de pays, y compris la RDC, comme définition des cas dans la surveillance des cas de Mpox. Et la maladie est stratifiée en 3 formes, ou en 4 si vous voulez. Il y a des formes bénignes avec 10% des lésions, essentiellement cutanées. Nous avons la forme modérée avec 25%, la forme grave, ainsi que des formes sévères. Mais on a également à décrire dans les temps, et maintenant on est en train de confirmer avec les épidémies générales que nous avons dans le pays, tout ce qui a été des phénomènes assez rares, des complications ophtalmologiques, des cas de lésions oculaires, des dermates secondaires. On a même décrit des cas des éruptions cutanées des fœtus des enfants nés des mères infectées. Mais ce qui a caractérisé cette forme de maladie négligée, c'est que cette endémie, il n'y avait pas de surveillance, la surveillance était très faible, pas de traitement, pas de vaccin et surtout très peu d'intérêt pour la recherche. Et c'est ça qui nous amène à notre deuxième chapitre qui est cette négligence qui va entraîner l'émergence
car dans cette négligence, on a commencé, évidemment, lorsqu'on analyse a posteriori, et ça, c'est le résumé d'un papier de Bung avec nos collègues de Centrafrique, qui montre qu'effectivement, l'évolution de la Mpox depuis le début a commencé d'abord par, comme j'ai dit, une forme localisée dans la région de l'Afrique centrale, entre 70 et 80. Et ensuite, on a commencé à voir entre 99 et entre 1989 et 99, nous avons eu en RDC la première grosse épidémie au centre du pays avec plus de 500 cas. Évidemment, en 97, nous avons un contexte particulier. Il y a la rébellion, mouvement de population, l'afflux vers la forêt pour la recherche de protéines comme nourriture. Et évidemment, nous sommes plusieurs années post-immunisation variolique. Évidemment, on est la première épidémie. Mais sur le plan global, c'est autour des années entre 2009 et 2019 où on commence à avoir des exportations des cas au-delà de l'Afrique. D'abord en Grande-Bretagne, en Israël, sans oublier qu'en 2003, la première alerte avait été lancée aux États-Unis où il y a eu une épidémie suite à l'importation des rats venant des Gambie. Et tous ces phénomènes ont fait que, après la pandémie, de l'émergence, nous sommes passés à la crise sanitaire. Et je reviens à la forme que tout le monde connaît, c'est au mois de mai, nous avons une flambée des cas en Europe pour la classe 2, avec évidemment la reprise post-pandémique, les déplacements des personnes. Voilà, cette épidémie qui est très particulière de la nôtre. Je n'insiste pas parce que vous la connaissez, mais c'est celle-ci qui a permis de montrer, d'alerter les pays et de mettre en place ou de déclarer le Mpox comme l'urgence des santé publique de portée internationale. Et ceci montre cette propagation très rapide à travers les pays non endémiques, où vous voyez en rouge, et surtout décrit que cette transmission a été créée par le clade 2, maintenant étiqueté 2B parce qu'il est différent du clade B africain, montrant ainsi cette grande propagation de la maladie à s'étendre, évidemment ici, dans une population essentiellement faite des HSH. Alors, après la crise, l'endémie qui était négligée, puis qui a émergé, transformée en urgence de santé publique internationale, et maintenant à même de menacer d'avoir une évolution d'une épidémie généralisée. Alors, avant de décrire cette épidémie qu'on voudrait, nous tous, ceux qui sont en RDC, d'abord, grâce à l'urgence sanitaire qui a été déclarée suite à la transmission au niveau du Nord, on a pu renforcer les systèmes de surveillance dans beaucoup de pays, y compris les pays africains. Et cette de la surveillance a fait que la réalité, l'ampleur de la maladie a été voilà, de plus en plus connue. Grâce à l'appui, il y a eu le renforcement des connaissances, de capacités des acteurs dans la réponse de la maladie. Il y a beaucoup d'essais cliniques et thérapeutiques, y compris vaccinaux, et la mise en place des systèmes de diagnostic. Et cela a permis de voir la véritable ampleur de la maladie et de documenter de nouvelles voies de transmission qui n'étaient pas documentées, parce que je pense que ces voies étaient là, mais peut-être la faible surveillance n'a pas permis de mettre ça en place. Et lorsqu'on regarde maintenant la période allant de 2022 jusqu'aujourd'hui, on voit que l'épidémie au nord est presque, je suis gentil, fini. Il n'y a presque pas de cas, ce sont des cas secondaires, sporadiques. Mais vous voyez en Afrique comment
les nombres de cas augmentent, et ça, c'est des données d'il y a quelques mois. Et en tête, la RDC, et c'est peut-être ça qui est la leçon peut-être à partager ici, c'est que vous voyez en vert, ce sont les provinces qui ont déjà confirmé de cas. Donc, nous avons 25 provinces et vous voyez qu'on est à peu près entre 16 et 18 provinces qui ont déjà confirmé des cas. Et les restes en bleu ciel, vous voyez, ce sont des provinces qui ont notifié des cas suspects. Forcément, suite au manque de diagnostics qui n'ont pas été confirmés, mais ça montre que la maladie est en train d'échanger de la manière la plus visible, comme vous pouvez le voir. Deuxième chose, on remarque également, et je n'ai pas mis cette table phylogénétique, qu'il y a une grande diversité qui montre effectivement qu'il y a de nouvelles zones qui sont atteintes, mais aussi qu'il y a entre les transmissions interespèces et les transmissions interhumaines. Donc, grâce à ce que nous faisons avec nos collègues de Montpellier, à de la phylogénie en regroupant toutes les séquences MPOC qui ont été séquencées. Et on voit qu'il y a des introductions répétées dans les zones urbaines, élargissement. Par exemple, au mois d'août de l'année passée, nous avons eu des cas pour la première fois des MPOX à Kinshasa. Bien qu'on ait maîtrisé, mais ça montre le nouveau caractère de transmission, y compris sexuelle ou associée au sexe, de cette maladie que nous ne connaissions pas. Par exemple, une autre conséquence, c'est par exemple les cas au nord Kivu, à Goma, c'est resté bleu ciel, mais il y a 2 jours, nous avons confirmé de cas de Mpox à Goma. Goma qui est la capitale du nord, province du nord Kivu. Évidemment, ces cas étaient importés du Skido, de Kamituga, mais ça montre, voilà, avec les mouvements de population et les nouvelles voies de transmission de la maladie, cette capacité à s'étendre. Alors, et vous voyez ici, quand on compare en 2018, où nous avions évidemment, toutes choses restant égales par ailleurs, nous avions mais aujourd'hui, quand on regarde seulement le premier trimestre, nous avons plus de 4000 cas en 2024. Donc, on pas ainsi que là. Mais je pense que ce qui est intéressant à partager ici, puisque c'est une action coordonnée sur les IST, c'est ces cas de transmission sexuelle associée au sexe ou sexuelle carrément, parce que nous avons dans une ville minière au sud Kivu, Kamituga, où il y a de plus en plus des cas des Mpox chez les prostituées. Donc, ça montre qu'avec l'évolution du virus et les comportements des humains, de la population, ces facteurs combinés, les nouvelles transmissions vont arriver. Mais ce que nous craignons, c'est que c'est avec le clade 1 qui est le clade le plus mortel par rapport au clade 2. Donc, je pense qu'être dans les temps, je vais finir ici en résumant un peu le Mpox que nous avions avant et après 2022. Avant 2022, du moins 2022, c'est le déclenchement des Mpox, ce qu'on appelle épidémiques. Nous avions des épidémies rurales, je vais dire, essentiellement dans un contexte d'exposition à la faune. Elle atteignait essentiellement les enfants, une mortalité entre 3 à 10. Elle évolue sur un mode endémo-épidémique. Il y a des zones avec des pics épidémiques suite à certaines populations. Elle était des transmissions interespèces à majorité. Et il n'y avait pas de vaccin ni de traitement séciologique. Et après 2022, nous avons maintenant des épidémies urbaines. L'évolution reste épidémique et les populations se diversifient. Maintenant, ce ne sont plus essentiellement les enfants, nous avons les PS,
on a commencé des études grâce à l'appui de l'ANRS sur les MSM et les autres populations et les PS. Après 2022, nous avons une transmission interhumaine qui devient très soutenue, y compris sexuelle. La mortalité est élevée, mais reste à déterminer. Malheureusement, ce qu'on aurait souhaité qu'après 2022, nous puissions avoir le vaccin ni les traitements. Il n'y en a pas. Cette situation associée aux échanges avec le Nord, avec le CLAD 1, et si ça émerge au Nord, peut-être ça pourrait être plus dévastatrice que le CLAD 1. Je vous remercie.